Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique. Cette semaine, pour changer, nous allons rester en France pour dresser le bilan de l'insécurité et de la criminalité. Que cachent véritablement les chiffres du ministère de l'Intérieur? Faut-il y voir des mensonges? La France est-elle en train de devenir une poudrière? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Mais avant, comme chaque semaine, je vous le demande, chers amis, aidez-moi à diffuser au maximum cette émission. Pensez donc à la relayer, pensez surtout à cliquer sur le petit pouce en l'air, ça vous prend une seconde et c'est extrêmement efficace pour diffuser ce programme. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de m'écrire dans les commentaires juste en dessous, j'y réponds chaque semaine. À tout de suite. Et à mes côtés, cette semaine, un habitué, Xavier Hofer, bonjour, merci d'être avec nous. Un plaisir. Vous êtes criminologue, directeur d'études au pôle sécurité-défense du CNAM. Vous avez également écrit de nombreux ouvrages. Je rappellerai bien sûr les nombreux ouvrages sur le terrorisme, mais aussi le dernier sur la tentaculaire affaire Epstein. C'est un livre qui est toujours disponible sur la boutique de TVL, bien sûr. Alors Xavier Hofer, on ne s'est pas vu depuis le départ du tandem Darmanin-Dupond-Moretti. À leur départ, évidemment, respectivement du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice. Ils étaient très satisfaits de leur bilan. Est-ce que vous étiez d'accord avec ce bilan? Pas du tout, et de longue date. Car, oui, vous posez la bonne question, parce que si on n'a pas un socle solide, on ne peut rien construire dessus. Donc, commençons par regarder ce qu'il en est du socle. Voilà, les fondations. Comme toujours, quand un nouveau ministre de l'Intérieur arrive, les criminologues, dont votre serviteur, regardent, on ne fait pas de procès d'intention. Je rappelle que nous ne sommes pas des polémistes et que quand on fait des critiques, c'est dans l'idée d'améliorer les choses. On est au service des gens dont on forme la culture, dont on assure l'enseignement, et plus largement, quand on est criminologue, des gens qui s'intéressent à la sécurité. On essaye de les pousser dans la bonne direction. Donc pas de procès d'intention. Mais au bout de quelques mois, très vite, du fait des nombreux étudiants que j'ai à droite et à gauche, pas uniquement dans la police, mais dans la gendarmerie, dans la magistrature, et en règle générale, partout où vont ultérieurement les gens qui sont passés par l'Institut de criminologie, ils vont pas rarement planter des carottes, quoi. Ils sont dans des métiers régaliens, sécuritaires. Donc, j'ai vu très vite que ce que M. Darmanin disait, on va être gentil, ne correspondait pas exactement à la réalité des choses. Et puis, j'ai vérifié, et puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que pratiquement tout était factice, mais on l'a vu encore récemment. Sortons des abstractions, prenons un cas précis. Monsieur Darmanin nous a chanté sur tous les tons. Il a été 17 fois à Marseille, ou 20 fois, ou je ne sais pas trop quoi. À chaque fois, il nous disait « vous allez voir ce que vous allez voir ». Il faisait le petit coq, là, du style « les bandits n'ont qu'à bien se tenir » et tout ça. Et je vais renforcer, Marseille va grouiller de policiers, il y aura du bleu partout. Je vous la joue brève, résultat des courses, quand il part, il y en a moins que quand il arrive. Malgré les espèces de démonstrations de force dans la cour du grand commissariat central de la préfecture de police, où on a les types au garde à vous par dizaines, la nouvelle légion, la pléthore, la légion Darmanin, etc. Mais il avait simplement oublié, entre guillemets, que quand il y a un policier qui arrive, il y en a peut-être qui partent. Et donc, le résultat des courses, c'est qu'au bout du compte, quand on fait le décompte, puis c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes qui a fait des analyses précises en exigeant de voir tous les dossiers, en disant, bon, alors, monsieur Dupont, il est arrivé à telle date, il est parti à telle date, etc. Donc, à la fin du compte, il a menti sur Marseille comme sur tout le reste, à savoir que là où, à la louche, quand il arrive, il y a à peu près... quand M. Macron arrive, en 2017, il y a en gros 4200 policiers sur Marseille, et quand M. Darmanin en part, il y en a plutôt 4000. C'est-à-dire 2 bonnes centaines en moins. Je précise d'ailleurs à nos téléspectateurs qui peuvent fréquemment vous retrouver sur Atlantico et vous dressez justement encore aujourd'hui d'ailleurs un bilan de cette catastrophe, je crois qu'on peut le dire, où vous parlez de ces démissions ou des départs des forces de l'ordre, aussi bien dans la police que dans la gendarmerie et dans d'autres métiers régaliens où c'est absolument incroyable. On ne va pas ahurir les gens avec des chiffres, mais dans la police et dans la gendarmerie, dans la dernière décennie, c'est quand même plus de 10 000 départs dans un cas et près de 15
15 000 dans l'autre. Enfin, c'est invraisemblable. Pourquoi? Parce que la police n'est pas soutenue, parce que chaque fois qu'il y a un policier qui regarde quelqu'un de travers, il y a l'inspection générale qui le traîne devant une espèce de tribunal où le pauvre... Enfin, vous avez eu, pour l'affaire Naël, à la fin, toutes les accusations, ou presque, étaient bidons. Que le policier avait dit la vérité dans son rapport, qu'il y a des gens qui sont des experts, qui ont suivi la trajectoire de la voiture mètre par mètre, et c'est comme ce malheureux policier qui a passé du temps en prison quand même, qui a passé plusieurs mois en prison. Dont la vie est au moins aussi bouleversée. En tout cas, la vie professionnelle au minimum. Oui, bien sûr. Et on a vu que ils ont dû déménager aussi, etc. Tout de suite, le président de la République s'était précipité pour donner raison au malheureux petit ange victime de l'exclusion et du racisme, et que tout naturellement, la défense du type disait mais j'ai essayé de faire en sorte que mon collègue soit pas tué et accessoirement moi non plus, a été balayée d'un revers de main. Et j'observe une chose, ça serait bien qu'un jour on se penche un peu là-dessus, c'est qu'en pareil cas, vous avez toutes sortes de personnalités qui arrivent pour dire mais le malheureux, mais c'est horrible, mais le racisme, la société. Puis à chaque fois, on les retrouve dans la rubrique des faits divers quelques temps après. Parmi un de ceux qui s'était illustré, il y avait un vague chanteur, là, de ceux qu'on oublie aussitôt qu'on en a entendu parler, qui était à l'Eurovision, qui avait dit la police est raciste, etc. Ben là, on vient de le voir coincé dans une affaire de mœurs, dites donc. Un de plus. Oui, voilà. Donc, alors, mais c'est systématique, quoi. À se demander si ces espèces d'élan de grandiose sollicitude pour l'humanité souffrante cherchent pas à chaque fois à camoufler des turpitudes personnelles, quoi. Bien sûr. Et puis on peut aussi s'interroger quand vous nous expliquez que dans les forces de l'ordre, les gens démissionnent de plus en plus, partent de plus en plus, ou les gens qui partent en retraite ne sont pas remplacés. On pourrait se dire que ça aggrave les conditions de travail. Et ça pousse évidemment à des situations qui sont plus dangereuses pour eux et parfois aussi, il faut le dire, à avoir des réactions inappropriées. Je pense à l'hôpital, c'est un peu le même principe en fait. Oui, exactement. C'est chaque fois qu'il y a des gens qui devraient être protégés et qui ne le sont pas. Et c'est d'autant plus ignoble de la part des menteurs, là, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y avait une question qui se posait sur l'efficacité, la solidité et l'effectivité de la justice. Monsieur Dupond-Moretti roulait des gros yeux de bulldog et il disait que c'était la bête immonde en train de montrer sa face hideuse, etc. Il répondait de travers, mais il répondait pas sur le fond. Il en était bien incapable. Je fais une rapide incise pour dire que M. Dupond-Moretti, quand même, c'est un cas. C'est le seul dirigeant politique de la France du dernier siècle à avoir eu sur les points de deal des petits pochons de cocaïne à son effigie. C'est-à-dire qu'à Grenoble, les dealers vendaient j'ai le document, hein, si ça vous intéresse, je vous l'enverrai. Je veux bien. Donc le petit pochon, vous savez, non, vous ne savez pas, mais on met le demi-gramme ou le gramme de cocaïne dans une espèce de petite pochette, et puis des fois, il y a des trucs dessus, du style on est les meilleurs, on vend la meilleure drogue, etc. Mais là, il y en avait des à l'effigie de M. Dupond-Moretti. Voilà un homme qui se fait... Il y avait les préservatifs de ELV, maintenant il y a la cocaïne EDM. Voilà, exactement. Donc, voilà un mec, un ministre, qui est applaudi quand il va voir les taulards en prison, qui est hué dans les congrès de magistrats et qui a des pochons de cocaïne à son effigie. Enfin, ça fait quand même beaucoup, quoi. Alors, mais c'est quand même moins grave que M. Darmanin, car M. Dupond-Moretti, il vitupérait, mais il mentait pas, il se taisait, il mentait par omission, tandis que l'autre, il a menti comme un arracheur de dents, et à peu près chaque fois qu'il disait quelque chose, c'était faux. Enfin, là, il était encore en fonction. Il y a un malfaiteur issu de la diversité qui, pour s'évader, envoie un commando, fait tuer des gardiens de prison, 2 morts, 3 blessés graves. Mohamed Amra, bien entendu. Où est-il ? Tout de suite, on a dit, mais vous allez voir, ça va pas traîner, on va l'arrêter, etc. Où est-il ? Il n'a toujours pas été arrêté. Alors, on va arriver à presque 6 mois, puisqu'il s'est évadé le 14 mai 2024. Exactement. C'était au péage d'Incarville, en Normandie. 2 agents de la pénitentiaire ont été tués, d'autres ont été blessés. Les complices de Mohamed Amra qui lui ont permis d'être libérés n'ont pas été arrêtés, ni identifiés, lui non plus. Voilà. Bon.
Voilà, donc alors les criminologues... J'ai lu, pardon, excusez-moi de vous interrompre, j'ai lu, pardon, dans ce qu'on en disait, que c'était le criminel le plus recherché de France, heureusement. Oui, c'est le plus recherché, mais c'est pas le plus trouvé. C'est incroyable. Donc, oui, alors ça c'est une chose. Après ça, arrivent les Jeux Olympiques, il y a naturellement les anarchistes, Black Bloc, tout ce que vous voulez, Antifa, la fine équipe habituelle, parce que ces trois qualificatifs, c'est toujours la même bande, quoi, sous des casquettes différentes, donc ils sont pas si nombreux que ça, mais alors, ils sont hyper actifs. Ils sont connus, des services. Oui, bien sûr. Et avec tout ce qu'ils prennent pour se doper, c'est normal qu'ils soient actifs parce que ça stimule. Donc, les individus en question sabotent des lignes du TGV, sabotent l'Internet, et là aussi, on les connaît, ça va pas traîner. Où sont-ils? Ils n'ont toujours pas été arrêtés, pas un seul. Et j'ajoute qu'un an plus tôt, à la gare de l'Est, il y avait eu encore un autre gros sabotage. 0 pour la question. Ça fait 2 ou 3 ans que des individus en question se livrent à des actes qui sont caractéristiquement terroristes, ce sont des attentats, c'est-à-dire qu'avec un objectif politique en tête, on accomplit des actes visant à faire peur à la population. C'est la définition officielle du terrorisme. Hein. C'est pas un type qui se réveille le matin en disant « j'ai rien à faire, je vais couper un câble ». Ce sont des gens qui ont un projet idéologique, et donc ces individus-là, d'abord, ne sont jamais jugés pour des faits de terrorisme, alors que ce sont des attentats. Et le fait, vous vous rendez compte, vous coupez des câbles le long d'une voie de chemin de fer. Vous savez combien il y a de gens en moyenne dans un train? Il y en a 800-900. Un truc comme ça peut tuer des centaines de personnes. Eh bien, ils sont jugés pour des espèces... Quand on les juge... Dégradation de biens publics. Voilà, exactement. Une contravention serait la bienvenue, etc. Donc, tout ça, ce sont les échecs de M. Darmanin et de personne d'autre. Et pendant tout ce temps-là, il n'a fait que mentir. Alors, était-il bête? Non. C'est un filou, mais il est malin. Quand il est arrivé, il s'est fait donner les dossiers, il a dit « Ok, entre là et l'échéance où je suis ministre pour 2 ans, 3 ans maximum, j'arriverai à rien faire de sérieux et de durable. » Pourquoi? Parce que toute activité humaine, quand vous donnez la voiture au garagiste, quand vous êtes opéré de l'appendicite, n'importe quoi, c'est toujours la forme d'une courbe en J, comme la lettre J. Vous savez, ça part d'en bas et ça remonte vers le haut. Ce qui signifie que ça va toujours plus mal au début avant d'aller mieux. Et plus mal au début, c'est quand vous êtes opéré de l'appendicite, vous avez mal au bide et puis après ça va beaucoup mieux. Quand on vous prive de votre voiture pour la réparer, donc vous n'avez plus votre voiture, ça va plus mal et après ça, elle est réparée et ça va mieux. Et donc il s'est dit, le bas de la courbe, là, ça va arriver à mon échéance de ministre, donc j'y arriverai pas. Donc je vais bidonner. Et puis, après ça, je vais sauter en marche d'un ministère sur l'autre et puis je les laisserai se débrouiller. Eh ben, pas de bol, ça n'a pas marché parce qu'il a couiné pour avoir d'autres ministères et il les a pas eus. Au moins, ils se sont méfiés. Et ils ont raison, parce que voilà un homme qui a déjà trahi 2 fois. Il était militant de la droite nationale, il est passé à la droite libérale, il est passé de la droite libérale au macroniste. Donc, un type qui trahit à échéance régulière... Oui, bien sûr, mais pratiquement c'est fait. Puisqu'il a dit, dans son discours de départ, c'est parce que je m'appelais Moussa, vous comprenez, c'est des racistes, etc. Donc il a commencé à essayer de se rétablir de ce... Alors, voilà les 2 phénomènes qu'on a eus comme ministre, celui qui est sur les paquets de cocaïne et puis celui qui a des rapports assez distendus avec la réalité des choses. Et donc, voilà. Alors, maintenant, pour faire la liaison, j'imagine, avec la suite... ce qu'il faut faire, c'est simple. Nous, on a une base de données. Dans notre base de données, on accumule tout, notamment, entre autres, tous les sondages qui sont faits sur les aspects, sur les sujets régaliens, sur les sujets de sécurité. J'en ai récemment compulsé une centaine. De 70 à 80% des Français, parfois jusqu'à 90%, veulent la fin du bazar. Ils veulent que ça s'arrête. Ils veulent que les gens qui n'ont rien à fiche en France du tout, parce qu'ils y sont clandestins, soient renvoyés chez eux ou à leurs chères études, mais restent pas là de manière à ce que le pays se calme. C'est ce que M. Retailleau dit, et c'est ce que maintenant il lui reste à faire. Je vous propose tout de suite qu'on l'écoute, justement. Bien sûr. Quand il est arrivé place Beauvau, on écoute Bruno Retailleau. Quelle politique pouvons-nous faire? Eh bien, la politique que nous ferons, c'est la politique du peuple souverain. C'est la politique de la majorité, comme disait le général de Gaulle, la politique de la majorité nationale. C'est ce qui nous donne une légitimité
pour agir, quelles que soient les circonstances politiques. La politique de la majorité nationale, avec 3 priorités, vous les retiendrez facilement. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Parce que je crois à l'ordre. L'ordre comme condition de la liberté. Quand il n'y a pas d'ordre, c'est la liberté d'abord qui est menacée. Je crois à l'ordre comme la condition de l'égalité. La loi du plus fort s'exerce contre le plus faible. Je crois à l'ordre comme la condition de la fraternité, comme une possibilité de la concorde civile. Alors bien sûr, pour conclure, pour terminer, tout ne va pas se faire d'un coup de baguette magique. Jamais je ne raconterai d'histoire aux Français parce que la pente à remonter est rude et ce sera dur. Ça ne peut pas se faire d'un claquement de doigts. Alors, il ne suffit pas d'un claquement de doigts, certes, mais est-ce que Bruno Retailleau a la volonté politique et la capacité de mettre en œuvre le rétablissement de l'ordre et de son fameux état de droit? Alors d'abord, il a raison de le dire. Parce que si on ne commence pas par le dire, après ça, on ne sait pas quoi faire, quoi. Donc, sur le plan des principes, tout est parfait. Cependant, il y a des obstacles. Alors, avant de parler des obstacles, on va commencer par voir si sur le terrain, les choses ont changé. Parce que nous observons inlassablement le réel criminel, ce qui se passe sur le terrain. Et donc, sur le terrain, depuis le départ de M. Darmanin, rien n'a changé. Était-ce fatal? Non. Il y aurait pu y avoir dans le milieu criminel un effet de sidération, que les types se disent « Ouh là là, il a l'air méchant, le monsieur, donc on va se mettre un petit peu à l'abri ». Ils ont des réserves, hein, on n'est pas obligé de pleurer sur leur sort. Ils gagnent un point de deal à Marseille, c'est peut-être souvent des fois plus de 50 000 € par jour, donc ça laisse des petites marges, quoi. On peut s'arrêter. D'ailleurs, ils se sont arrêtés pendant le Covid et puis ils ont repris juste après, on vient de le voir sous nos yeux. Donc il n'y a pas eu d'effet de sidération. À savoir que ce qu'on peut dire, c'est que le nombre de règlements de compte, le nombre de braquages, le nombre de ceci, le nombre de l'activité des malfaiteurs, elle est constante. Ils ne se sont même pas arrêtés une seconde. Apparemment, tout permet de conclure que les déclarations ministérielles, ils s'en tapent. Pourquoi est-ce qu'ils s'en tapent? Parce que, une fois de plus, il faut le répéter inlassablement, les bandits ne sont pas seuls. Ils ont des contacts dans la société, ils ont des avocats qui sont les collègues de M. Dupond-Moretti, qui dînent avec d'autres collègues, avec avocats ou autres dans la haute société, et puis qui donc leur disent « Oh, laisse tomber, il est bidon, tu vas voir », bon voilà. Alors, je dis pas que c'est le cas, mais ils peuvent en tirer la conclusion qu'ils peuvent poursuivre leurs activités criminelles sans rien changer, ce qui est le cas à l'heure actuelle. Ils ont aussi des informations parfois qu'ils donnent à leurs clients criminels. On l'avait vu aussi avec un député de la LFI qui s'était plaint de ne pas être au courant d'une opération place nette alors que le dealer, lui, est au courant. Oui, il trouvait ça vachement injuste d'ailleurs. Comment ça se fait? Le dealer est prévenu avant moi, je suis quand même un élu de la République et voilà ce qui se passe dans la France de M. Darmanin et de Macron. Ça se passait à Marseille où l'un et l'autre, c'est-à-dire le président de la République et le ministre de l'Intérieur avaient été 25 fois faire les zouaves sans effet du tout. Voilà, ça n'a rien changé. Ils seraient partis aux Seychelles pendant tout le temps en question. Il n'y aurait pas un homicide de moins, quoi. Enfin, c'est hallucinant. Bref. Donc, alors, d'abord, dans un premier temps, ils ont des avocats. Et on a eu des interceptions où l'avocat disait à son client, qui dirigeait son gang depuis la prison de M. Dupond-Moretti, sans qu'on fasse rien pour le priver des 2-3 téléphones portables qu'il avait, téléphones portables interdits en prison, je le rappelle. Hein, donc, il lui disait, bon, laisse tomber, c'est bidon. L'autre lui disait, comment on réagit, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dis, bah, laisse tomber, c'est pas grave et tout. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, comme on l'a observé dans 10 cas récents, c'est le milieu criminel, c'est lui qui fournit la cocaïne à la bonne société, quoi. Donc les dealers sont en contact avec la bonne société. En plus de ça, et là aussi il y a des exemples documentés,
ils leur fournissent pas uniquement de la cocaïne, ils leur fournissent de la chair fraîche aussi. Ils leur fournissent des jeunes, vous voyez, pour escorte, comme ça. Voilà. Donc, confidence sur l'oreiller, ça existe aussi. Hein. On a vu récemment un personnage... Voilà, c'est carrément de la criminalité en bande organisée et en col blanc que vous nous décrivez là. Mais bien sûr, mais c'est la réalité des choses. Si vous pensez que c'est à la légère que les différentes grandes administrations se plaignent de la corruption en leur sein, de la corruption chez les douaniers, de la corruption chez les policiers, de la corruption même qui commence à atteindre les plus incorruptibles de tous, c'est-à-dire les gendarmes. Les gendarmes, ils vivent dans des casernes en général. Si vous vivez dans des casernes et que demain vous me roulez en Mercedes 600, il y a bien quelqu'un qui va dire « Tiens, t'as touché la loterie, etc. » Donc c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et bien même là, maintenant, ça commence à y avoir des premières touches. Alors la classe politique, n'en parlons pas. Si t'as envie d'être réélu, moi je t'apporte 300 voix du quartier en question, donc t'as intérêt à être gentil avec moi. Et ainsi de suite. La France était un pays... pendant des décennies, avec une fonction publique et donc des services régaliens qui étaient exemplaires. Et maintenant, la corruption commence à atteindre parce que vous n'êtes pas défendu. On vous laisse vous débrouiller avec les racailles. Et bien, à un moment donné, vous dites, allez, pourquoi je serais le seul à ne pas mettre les doigts dans le pot de confiture? Voilà, c'est ça qu'il faut voir à l'heure actuelle. Les gens... On avait fait une émission où on parlait des risques pour les Jeux Olympiques. Les risques en question, on avait été prudents, on avait été modérés, et on a bien fait. Il y en a d'autres qui ont dit, oui, ça va être une catastrophe, etc. Nous, on avait dit, peut-être que les problèmes qui sont là, il faut les résoudre. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point, il faut être honnête, hein, ces Jeux Olympiques se sont bien passés. D'abord, il y a eu 35 ou 40 sérieux, pas sérieux, farfelu, c'est grave, etc., tentatives de nuire, d'attentats ou autres qui ont été déjoués. Et ensuite, les résultats, maintenant que le temps a un peu passé des Jeux Olympiques, sont excellents en matière de dopage et de corruption. Il y a eu beaucoup moins, bien moins, 10 fois moins de cas de dopage et de corruption pendant nos Jeux Olympiques de Paris qu'il n'y en a eu, par exemple, au Japon et qu'il n'y en a eu, par exemple, au Brésil. Pour prendre 2 cas de récents Jeux Olympiques, ça a été bien mieux. Donc l'appareil d'État, l'appareil régalien a donné un formidable coup de collier. Ils se sont battus, ils ont été présents, ils ont répondu qu'il en est capable. Voilà, donc ils en sont capables. Ensuite, ils l'ont fait courageusement et ils ont des dirigeants qui les laissent tomber, qui les lâchent aux chiens et qui, pour un rien, pour un regard de travers, appellent l'inspection générale de ceci ou de cela. C'est moche parce que, bien entendu, ces petits fonctionnaires-là, ils sont sans défense. Si leur direction ne les défend pas, qui va les défendre? Bien sûr. Personne. Voilà. Donc c'est ça qui s'est passé dans les années Macron, l'espèce d'insensé mépris de grands bourgeois progressistes en disant la valtaille, etc. Eh bien, d'abord, c'est pas beau et ensuite, ça se paye. Alors maintenant, évidemment, ni M. Barnier... qui est un homme complexe, mais qui n'a pas que des mauvais côtés, quoi, quand même. C'est un homme de parole, par exemple. Il dit un truc, il a tendance à le faire. Et M. Retailleau, ce qu'il disait très bien, mais ils héritent d'une situation épouvantable. Hein, d'abord, l'espèce de collusion entre certains intermédiaires, comme certains avocats et autres, avec le milieu, elle ne s'est pas dissipée comme par enchantement, d'une part. Et puis, deuxièmement, il y a le fait que je vous l'ai dit souvent, mais il faut, à la base de la pédagogie, c'est la répétition. Quand il y a un seul moyen à considérer, c'est que les malfaiteurs ne s'arrêtent que quand on les arrête. Si on ne les arrête pas, eh ben, ils continuent. Ils ont que ça pour vivre. Bien sûr. Voilà, c'est-à-dire que si le mec qui vend sa drogue, là... du coup, il ne peut pas dire « Bon, je vais reprendre mon métier d'ingénieur en physique nucléaire, c'est pas grave, je vais faire mon fric autrement. » Non, il a appris 2-3 trucs basiques quand il avait 12, 13, 14 ans, et puis après ça, il a que ça à faire, quoi. Il essaye d'en apprendre un peu plus quand il est en tôle pour améliorer un peu l'ordinaire, monter en gamme, mais en dehors de ça, il n'est pas si, souple et agile et versatile que ça. Il sait faire un truc et puis il le fait. Alors, l'arrivée de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur a été marquée par une affaire qui était en cours de déroulement, j'allais dire, puisque quelques jours avant son arrivée place Beauvau, le 20 septembre, avait été assassinée une jeune fille de 19 ans, philippine, à quelques
centaines de mètres de son université, puisqu'elle a été retrouvée finalement le lendemain à la lisière du bois de Boulogne. Le principal suspect, un certain Taha Walida, je vous propose qu'on écoute son portrait. Taha Walida est inscrit au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes pour le viol qu'il a commis à Taverny dans le Val d'Oise en 2019, année de son arrivée en France avec un passeport marocain en passant par l'Espagne. Il est alors condamné à 7 ans par la Cour d'assises des mineurs et sans être mathématicien, il aurait donc dû être toujours sous les verrous. C'était sans compter les remises de peine, les fameuses remises de peine permettant sa sortie en juin dernier. Mais sa présence sur le territoire français est toujours illégale. Il est donc parti dans un centre de rétention administrative. C'est alors que des erreurs de procédure auraient bloqué son salutaire retour au Maroc. Après le délai de 90 jours, le criminel est sorti début septembre. Il a été décidé de le remettre à l'extérieur de ce centre de rétention. Il y avait également une assignation à résidence, sauf qu'il ne donc c'était dans un hôtel. Cet hôtel, il devait s'y rendre et il devait y rester, sauf qu'il ne s'est jamais rendu à cette adresse. Un malheureux concours de circonstances, puisque le 4 septembre, le lendemain de son départ du centre de rétention, le Maroc a enfin envoyé un laissez-passer consulaire pour que Paris lui rende son ressortissant. Mais ce dernier est déjà évaporé. Une errance administrative qui, à un jour près, aura donc des conséquences tragiques. Bon alors, cette affaire du meurtre de cette pauvre petite Philippine, ce qui est terrible, c'est qu'en plus, il est renforcé par cette impression que les meurtres se succèdent et se ressemblent terriblement et que face à cela, les pouvoirs publics... Alors, ce qu'on est obligé de dire d'abord, sans espèce de volonté discriminatoire aucune, c'est que c'est un peu toujours les mêmes qui sont tués et un peu toujours les mêmes qui tuent. Hein. C'est statistique, c'est pas, polémique. Cela dit... C'est polémique aussi, hein, parce que visiblement, on n'a pas toujours le droit de le dire. Oui, non, mais en fait, c'est statistique. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est pratiquement inévitable. Maintenant, mais des fois, alors, ce qu'il y a de bien avec la presse du régime, là, c'est qu'à un moment donné, ils sont obligés d'ouvrir les yeux. Et récemment, il y a eu dans des grands quotidiens, mais qu'est-ce que j'apprends? Mais il n'y aurait pas assez de magistrats. Combien de fois on a dit ici qu'il y avait une justice de clochards? Combien de fois on a dit qu'ils n'avaient pas de photocopieuse? Combien de fois on a dit que les magistrats, pour rendre sereinement la justice, devraient avoir 30 dossiers? Ils en ont 300. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de gaffe, d'erreurs, de bavures, d'erreurs de procédure qui permettent de libérer les bien coupables. Bien sûr, mais c'est à ça que je fais allusion. Et donc, il y a des magistrats qui épluchent en disant « Ah, ça devait être avant le 25 janvier, c'est le 26, vous me le libérez, etc. » Voilà, donc ça n'arrête pas. Pourquoi? Parce que c'est pas 8% qu'il faut avoir en plus sur le budget de la justice. La population augmente. Les textes augmentent, je vous l'avais déjà dit, mais une fois de plus, le livre que reçoit tout magistrat, dans lequel il y a la nomenclature de toutes les peines et toutes les sanctions possibles et imaginables, quoi que vous ayez fait. Ça va depuis tirer la sonnette et partir en courant jusqu'à l'homicide avec préméditation, la mamie coupée en 14 morceaux, etc., du plus grave au moins grave. Vous avez un livre dans lequel il y a toutes les sanctions, de manière à ce que les magistrats trouvent tout de suite à quelles sanctions, qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser comme article du code pénal pour tel ou tel individu. Le livre en question, il est publié tous les 5 ans. Entre la version d'il y a 5 ans et celle de 2023, il est passé de 1500 à 2200 pages. Alors, ça fait d'autant plus... Les législateurs sont prolixes. Ah, évidemment. Et puis, il y a les adaptations de ce que nous demande l'Europe. Et il y a ceci, et il y a cela. Et donc, croyez-vous que quand la population augmente, donc il y a plus de justiciables, croyez-vous que quand le code, les articles de code de métastase jusqu'à la folie de 1500 à 2200 pages sur 5 ans,
Hein, c'est pas long, 5 ans, dans la vie d'une carrière professionnelle. Eh bien, alors il faut à chaque fois qu'ils réapprennent tout, qu'ils réagencent tout, bien entendu, mais ils n'ont pas une secrétaire de plus, il n'y a pas un magistrat de plus. À l'heure actuelle, je parle de choses précises, dans une grande ville de province, il devrait être 15 procureurs, ils sont 9. Voilà, c'est partout pareil. Donc, évidemment, alors, qui paye le prix, le poids des bavures? Les victimes. Et donc, M. Retailleau, à plusieurs reprises, a dit qu'il fallait concevoir une police et une justice envisageant en priorité le sort des victimes. C'est excellent, c'est ça qu'il faut faire. C'est vrai qu'on a le sentiment que les victimes sont toujours un peu oubliées dans cette affaire. Mais elles le sont, c'est plus qu'un sentiment, c'est comme l'insécurité. Oui, c'est des vrais oublis. Il y a des gens à qui il arrive des histoires monstrueuses, 2 ans après, ils ont encore entendu parler de personne. Bien sûr. Et quand ils vont voir le juge, quand ils arrivent le voir, le type lui montre une pile en disant voilà, ça c'était il y a 2 ans, et nous c'est il y a 1 an, donc bah, c'est après. Quoi. Voilà. Concernant cette affaire du meurtre de Philippine, donc on a beaucoup entendu parler de la fameuse OQTF, ces obligations de quitter le territoire français. C'était aussi le cas dans l'affaire de la petite Lola qui a été assassinée, torturée, découpée par une Algérienne, je crois, qui était sous OQTF. On voit que le problème dans ces affaires, nous dit-on, c'est soit la reconduite à la frontière, soit le laissez-passer consulaire qui n'a pas été délivré. Bon, il y a un moment, on est en train de parler de meurtre. Là, dans le cas du suspect de Philippine, il avait déjà commis un viol. J'ai envie de dire, c'est pas un problème de texte aussi ? Non. Ça tient à une chose. Ce qu'il faut bien que tous ceux qui nous regardent et nous écoutent sachent, c'est que les rapports, les histoires d'OQTF, ça concerne un certain nombre de pays. Voilà. Les pays en question tendent asymptomatiquement à être tous sur le continent africain. Okay ? Sur le continent africain, Macron est haï, détesté à un point que vous n'imaginez pas. Mais il vient d'aller au Maroc. Alors justement, est-ce qu'on peut imaginer que la situation pour les laissez-passer consulaires en provenance de Rabat va s'améliorer ? C'est simplement parce qu'en ce moment, il y a une situation politique régionale qui fait que le Maroc a besoin d'alliés. Donc à partir du moment où M. Macron se décide à dire que le Sahara... c'est pas mon sujet, il dirait ça ou l'inverse. Pour moi, en tant que criminologue, c'est pas mon problème. Mais donc, à l'heure actuelle, il a choisi de donner raison sur cette affaire-là aux Marocains. Donc, les Marocains le voient beau. Et effectivement, pendant 15 jours, ils vont lui signer 2-3 papiers, ils vont lui donner 2-3 contrats, et ils vont faire tous les signes extérieurs de « je suis content ». Puis après ça, la roue va tourner. Est-ce que ça va être durable ? J'en suis pas persuadé. Voilà. Parce que soit il en fait trop, soit il en fait pas assez. Parmi les étudiants que j'ai eus, on parle du pays d'à côté, là, l'Algérie. J'ai eu des étudiants il y a longtemps, donc maintenant ils sont montés en grade et certains ont des rôles éminents dans le système algérien. La première fois où M. Macron va en Algérie, il commence à se rouler par terre en disant « Ah, la colonisation, le génocide, quelle horreur et tout ». Le soir même, j'ai un très haut personnage algérien qui me téléphone « Mais il est dingue, on lui a jamais demandé ça ». Et puis, en riant, il me dit, chez nous, la moitié de la population a moins de 25 ans. La guerre de libération, ils s'en tapent. Ils en ont, si ça se trouve, jamais entendu parler. Qu'est-ce qu'ils veulent, les jeunes de chez nous ? Ils veulent des emplois et puis de temps en temps des visas pour pouvoir faire des études, par exemple en France. C'est ce qu'ils veulent, la guerre de libération, ils s'en tapent. Et l'autre qui se roule par terre en disant « Ah mon Dieu, quelle honte, quelle horreur, etc. » Là, au Maroc, il a fait l'apologie de la conquête islamique en Europe. Oui, bien entendu, mais on ne comprend rien à M. Macron si on ne comprend pas que c'est un sale gosse. En réalité, il fait tout ce qu'il peut pour énerver, agacer les gens. Ça le fait jouir, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une tentative. En plus de ça, quand vous savez les mœurs dans un royaume un peu traditionnel comme le Maroc, ceux qu'il a amenés avec lui dans l'avion, c'est quand même un peu putride, quoi. Vous avez vu ça ? Vous êtes marocain d'une bonne famille, vous appréciez qu'un voyou de banlieue islamiste en survêtement aille approcher votre roi, mais c'est des histoires de fous. Je pense qu'ils seront moins dérangés, et sans doute à raison, par ceux qui seront peut-être jogging basket que ceux qui ont des riades et qui font des choses douteuses. Ce sont des civilisations un peu comme du temps de l'Angleterre de la reine Victoria. Tant que ça ne se sait pas, on peut. Mais
Là, l'autre qui arrive, survêt plein de tâches. Écoutez, c'est une horreur, quoi. C'est des sociétés de cours, quoi. On fait pas ça. Cette affaire des OQTF dont on vient de parler, Xavier Hofer, évidemment, oblige à faire le lien avec ce que vous avez fait tout à l'heure, d'ailleurs, où j'ai relevé que c'était un peu polémique de le faire en France et dans les médias. C'est évidemment ce lien entre la part d'individus étrangers dans la criminalité et la criminalité elle-même. J'ai envie de poser une question un peu touchy, comme on dit chez nos amis. En français Chez nos amis français, exactement. Comment vous expliquez que les pouvoirs publics tendent vers toujours plus d'immigration, vers toujours plus de légalisation de l'immigration, vers toujours plus de tolérance vis-à-vis des clandestins qui, quand ils sont frappés d'une OQTF, ne sont pas reconduits à la frontière, etc. etc. En gros, pourquoi nos dirigeants politiques semblent être tellement enclins au multiculturalisme alors qu'on voit qu'ils posent des problèmes? Je pense que ce qui compte pour les gens dans la pyramide du pouvoir, les 500 ou les 1000 d'en haut, n'est pas ce qui compte dans la tête des autres. Savoir qu'il y a des impressions, ils ont des craintes, ils ont des sympathies qui ne sont pas les nôtres et qui parfois ont du mal à nous être compréhensibles. Et donc, le fait que dans le terme philosophique, le champ préalable d'inspection, ce qui se passe dans la tête d'un individu qui réfléchit, ce qui lui vient directement à l'idée, c'est l'idée que la mondialisation, c'est bien, c'est dans leur petit monde, c'est ça. Alors, bien entendu, 8 Français sur 10 leur diront on veut pas de ça, mais ils sont encore plus enclins de le faire. Ils sont dans l'idée qu'ils peuvent faire le bien des gens malgré eux, quoi, et que les autres, c'est des pauvres ploucs, des édentés, comme disait M. Hollande, là, qui sont dans leur coin, et puis s'ils n'ont pas envie. Alors, depuis, par exemple, 2 ans avant les Jeux Olympiques, on a envoyé en masse des immigrés, pas difficile. J'ai une lointaine cousine qui habite dans le 77, là, dans la Seine-et-Marne. Ils ont vu, dans une espèce de château abandonné à côté d'eux, arriver 200 individus venus d'Afrique qui parlaient même pas un mot de français, quoi. Une tribu, pour appeler les choses par leur nom, qui a débarqué là-dedans, et ils savaient, enfin, ils sont, comment dire, c'est pas de leur faute, bien entendu, mais ils sont incapables de se débrouiller avec les choses les plus basiques de la vie moderne. Ils ont été transplantés du fond de la vraie. Non, ils parlent pas la langue. Et les autres, les gens du village, quoi, les Gaulois du village d'à côté, ils savent pas par quel bout les prendre. Ils sont pas forcément. C'est là qu'on voit le cynisme des autorités. Oui, en fait. oui. Parce que, bien entendu, on n'a rien demandé au maire, ni quoi que ce soit. Alors voilà, ils sont là, coucou, écoutez, débrouillez-vous. Débrouillez-vous, voilà. C'est ça. Alors comment voulez-vous que des individus comme ça, au moins une partie, on les a mis là, mais on leur a rien donné, à part un vague lieu pour pas être sous la pluie, et puis un vague sandwich matin, midi et soir. Comment voulez-vous, au bout d'un moment, qu'ils survivent ? Bien sûr. Ils peuvent survivre qu'en faisant des choses illicites ou illégales. Dans le meilleur des cas, travailler au noir, on peut cueillir des trucs à la campagne, ça c'est bon, encore pas trop grave, mais ça peut être naturellement bien pire aussi. Ça peut être des activités comme vendeur de drogue ou garde du corps d'un caïd de la bande du coin quand on est grand et fort, etc. Voilà comment ça se passe. Et donc, les références de ces gens-là ne sont pas les nôtres. Moi, quand j'arrive avec eux, à discuter, des fois, ça m'arrive, j'en connais un certain nombre, on se regarde l'un l'autre en ayant l'impression qu'on est un martien, quoi. Parce que ce qui juge, et en plus de ça, c'est des gens très fragiles, quoi. Vous les larguez dans la rue, vous les retrouvez morts au coin d'un mur 6 mois après. Ils seraient même infoutus de prendre un métro ou de faire des choses basiques de la population. Vous savez ce que ça me rappelle ? Et ça dure jamais très longtemps. Dans ce livre splendide qui explique tout de la Révolution française, qui s'appelle « Les origines de la France contemporaine » d'Hippolyte Taine. Taine, à un moment donné, il décrit une conversation, aujourd'hui on dirait une interview, avec la fille aînée de Louis XVI, qui était entrée en religion, pas qu'on l'ait contrainte et tout, mais elle avait une piété, bon, elle était rentrée. Et donc, après ça, pendant la Révolution, eh bien, le statut des couvents est aboli, donc elle ressort, c'était un truc fermé du style Carmel, ou je ne sais pas pourquoi, donc elle ressort, et puis elle parle. Et quelqu'un lui dit, quand vous êtes passé de la cour de Versailles
au couvent en question, qu'est-ce qui était le plus dur pour vous? Parce que vous aviez la vie la plus luxueuse, la plus splendide, la cour de Versailles, toute l'Europe qui bavait d'admiration, etc. Et là, vous vous retrouvez en robe de bure dans un couvent. Et elle répond, je ne savais pas descendre un escalier. La première fois, elle se retrouve seule devant un escalier, elle a un vertige et elle tombe parce qu'à la cour de Versailles, il y avait toujours 3 gentilshommes de la cour qui lui tenaient le bras et pas une seule fois elle avait descendu un escalier seule. Les gens qu'on a à l'heure actuelle dans l'entourage de M. Macron et consorts, ils sont pareils. Vous les larguez dans la rue, ils meurent, quoi. Donc ils sont dans un autre monde avec d'autres choses dans leur tête. Alors, pas tous, mais allez, la majorité, 8 sur 10, c'est le cas. Donc voilà ce qui se passe. Et donc voilà pourquoi eux pensent qu'avoir 12 loustiques qui viennent de Papouasie-Nouvelle-Guinée dans sa cuisine, c'est excellent. Et d'autant plus que c'est pas leur cas, c'est n'est-ce pas leur pas? cuisine, Voilà. oui, bien sûr. Mais qu'ils pensent que ceux qui en ont le bonheur, ils ont bien de la chance, parce qu'au moins ils peuvent se cultiver, machin, etc. Donc ils pensent ça. Mais en réalité, ils sont à peu près tragiquement coupés de la population. Et puis ils ont une autre caractéristique, ces gens-là, c'est que rien n'est jamais de leur faute. Évidemment. Je leur dis, mais enfin, comment se fait-il? C'est le 26 janvier 2020, un monsieur que je connais, un préfet, me dit, sais-tu ce que c'est qu'une pandémie hors contrôle? Alors je lui dis non, explique, enfin vaguement, mais là il me dit, eh ben, c'est bien simple, on ne sait pas l'arrêter, on ne sait pas la soigner. Je dis, pourquoi tu me dis ça? Il dit, c'est dans 2 semaines chez nous. Il venait de l'apprendre. Comment se fait-il que des gens qui disposent des moyens d'un service de renseignement, là je l'ai lu dans le journal, le budget de la DGSE dépasse pour la première fois le 1 milliard d'euros. Enfin, quand même, ils devraient être capables d'être... savoir. Ben non. Alors, quand on leur dit, mais pourquoi vous ne savez pas? Ils disent, oh là là, c'est des nuls, on n'est pas aidés, on n'est pas servis, etc. Où passe le milliard, en l'occurrence, si c'est dans les cabinets de conseil, voilà. Pas très efficace. J'aimerais, Xavier Hofer, à présent, qu'on évoque un autre phénomène, peut-être, c'est celui de cette criminalité de plus en plus jeune. On a évoqué à plusieurs reprises déjà dans cette émission la question de Marseille. Il y a quelque temps, il y a eu plusieurs fusillades, notamment une qui mettait en scène un, je cite, tueur à gages de 14 ans. Je vous propose qu'on regarde tout de suite un policier et un acteur de la ville qui en parlent. En fait, on est dans un film d'horreur. Alors, des films d'horreur à Marseille, on a l'habitude, il faut se dire les choses. Ça fait longtemps qu'on a vu des films d'horreur. Mais des films d'horreur à ce niveau-là, avec une telle jeunesse, très honnêtement, moi, de mémoire de policier marseillais, 23 ans de service ici, j'avais jamais vu. C'est complètement nouveau. Je parle d'une époque, peut-être que vous n'avez pas connue, mais l'époque de Zampa et Francis le Belge, il y a 40 ou 50 ans. Vous n'avez jamais eu de tueur à gages qu'avec 14 ans. Ça n'existait pas. C'était des tueurs à gages, c'était des hommes. Des bonhommes qui savaient qui tuaient, ils savaient sur qui ils tiraient. Je ne vous dis pas que c'était des enfants de cœur, mais ils savaient ce qu'ils faisaient. Là, aujourd'hui, on a des gamins à qui vous mettez des armes de guerre entre les mains qui ont entre 14 et 16 ans. La notion de vie, elle n'existe pas, ils n'ont rien connu dans leur vie, à part la délinquance, et ils se retrouvent à exécuter une tâche absolument la plus horrible dans ce monde, c'est-à-dire tuer quelqu'un. Je vais utiliser des propos très crus, mais fut un temps, à l'époque, quand j'étais beaucoup plus jeune et même avant moi, quand ce genre d'homicide se produisait, il y avait des codes, ça se faisait proprement. On tuait en pleine nuit, on brûlait pas les gens, on les laissait dans un coin, on mêlait pas la famille, aujourd'hui, il n'y a plus de code, aujourd'hui, il n'y a plus aucun respect. Aujourd'hui, les réseaux s'organisent, puisque ça devient des cartels internationaux. Ils vont chercher des enfants à Nîmes, à Lyon, à Paris, à Bordeaux, dans d'autres villes, pour que les jeunes n'identifient pas les têtes de réseau et que s'ils se font attraper, ils n'ont aucun élément à donner puisqu'ils ne sont pas de la ville. Et finalement, ces jeunes qui viennent d'ailleurs, ils n'ont pas de code. En somme, le monde criminel a désormais ses enfants soldats. Oui. Et ce qu'on vient d'entendre là, c'est caractéristique. Dans un premier temps, quand l'appareil d'État est confronté à un phénomène quel qu'il soit, dont il n'a pas envie d'entendre parler, il commence à dire que c'est faux. Et donc il dit mais non, mais c'est pas vrai, ceux qui disent ça sont des complotistes, ceux qui disent ça inventent des conspirations qui n'existent pas dans le monde réel. Donc, et dans un deuxième temps, il y a la reculade, c'est « oh là là, mais c'est grave ». Et dans un troisième temps, c'est le problème réel
certes, quoique mineur, a été résolu. Donc là, on arrive à la phase 2, là, vous voyez. Alors, bien entendu, il n'y a jamais eu de cartel, et c'est des bandes de quartier, et ce qu'ils sont en train de théoriser, là, en disant ça, c'est leur propre incapacité à gérer des problèmes qui ne sont pas si durs que ça. Et puis, troisièmement, s'il y a des tueurs de 14 ans, c'est Madame Taubira, voilà. Elle a mis les mineurs par sentimentalisme bébête, hors de toute forme de répression. Qu'est-ce qu'ont fait les bandits? Ils ont confié les tâches à des mineurs qui risquent pas d'être poursuivis, ou tellement peu, ou à qui on va dire mais vous vous rendez compte, mais ils ont beaucoup souffert, mais sa maman se livre au commerce de ses charmes, mais son papa est alcoolique, le pauvre, vous allez pas en plus, voilà. Donc c'est ce genre de sottise. Et voilà, donc quand on exonère une catégorie de la population de quoi que ce soit, par exemple, si on dit que en soi, le nomadisme est parfaitement légal. C'est aucun problème avec ça. Il y a simplement des problèmes d'installation ici ou là, mais ça ne relève pas de la criminologie. Ça pose des problèmes administratifs pour retrouver les gens. Mais ils peuvent être résolus. Voilà, donc si les gens veulent vivre comme ça dans des caravanes, c'est absolument légal. OK, rien à dire. Mais le fait de dire, vous vous rendez compte, alors pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors le génocide, le fait de les exonérer de toute sanction, vous les poussez à la faute. Puisqu'ils ont l'impression qu'il y a une baguette magique qui les protège de toute espèce de sanction. Quand vous exonérez une population de la sanction, eh bien, en même temps, les éléments négatifs dans cette population vont dire il n'y a pas à se gêner, quoi. Bien sûr. Voilà. Vous faites un lien très clairement avec la présentation d'une certaine catégorie de la population comme étant une victime. Oui. Et la capacité à l'exonérer du coup de ses fautes. Évidemment. Enfin, c'est simple, c'est ça le moteur, quoi. C'est la culture de l'excuse. Et ça s'appelle comme ça, voilà. Et donc c'est parfaitement ça. Et ensuite de quoi vous savez, tant qu'on n'arrête pas les malfaiteurs, ils continuent. Tant qu'on ne l'arrête pas, pourquoi j'irais m'enquiquiner à prendre un tueur à gages de 19 ans? Alors il va aller chez les flics, alors les flics vont lui dire tu risques 20 ans, mais balance ton commanditaire. Avec ceux qui ont 14 ans, ils risquent rien, quoi. Ils vont dire mais moi je l'ai jamais vu, mais moi 14 ans je fréquente pas de gamins, je suis désolé, etc. Donc sous tous les angles possibles, c'est naturellement beaucoup plus simple. Et donc je n'invente rien, ça date du 19e siècle, gouverner c'est prévoir. Eh bien, les gens qui disent par sentimentalisme idiot, ah oui, mais vous comptez pas les pauvres, bon, il vaut mieux qu'ils soient secoués un bon coup quand il est jeune et après ça qu'ils reprennent le droit chemin, plutôt que continuer et puis se trouver à la fin avec une Kalachnikov. Puis quand vous avez... Les enfants sont cruels, les enfants de l'espèce humaine sont cruels. Les petits-enfants, ils arrachent les ailes des mouches, vous comprenez? Mais quand vous avez des armées d'enfants, elles sont infiniment plus... En Afrique ou ailleurs, elles sont infiniment plus cruelles que les filtres sont pas encore en place. Bien sûr. Voilà. Et donc à 14 ans, c'est ou la Game Boy ou la Kalachnikov, quoi. C'est pareil, c'est des jouets comme ça. Donc voilà. Et puis ils peuvent se vanter devant leurs petits copains. Et puis ils peuvent s'acheter avec les 500, 1000, 3000, 10 000 euros qu'ils touchent. Ils peuvent s'acheter des trucs. Et puis après ça, donc quand ils ont la tête pleine de drogue, ils réfléchissent plus tellement. C'est ça. Il faut penser à une chose, c'est que contrairement à ce qui se passait du temps, l'époque du milieu d'avant dont il parlait, les gens de la French, ils prenaient pas d'héroïne. Bien sûr. Ils la vendaient, ils s'enrichissaient avec, mais ils ne la prenaient pas. À l'heure actuelle, ils utilisent quand même un bon paquet de ce qu'ils vendent eux-mêmes, quoi. Alors, pour revenir mais c'est la même chose, parce que c'est la même société. Les Puff Daddy et consorts dans des orgies effrayantes auxquelles ils se livrent. Le Puff Daddy, qui est maintenant 54 ans, ça fait 30 ans qu'il est alcoolique et drogué à mort. Donc, ce qu'il a dans sa tête, c'est plus très clair ni très lucide. Alors, si vous donnez ça en plus à des ados, à des gamins, etc., ils partent en vrille, quoi. Et c'est ça qu'il fallait bloquer tout de suite, parce que cette montée aux extrêmes, c'est-à-dire toujours plus vite, toujours plus jeune, elle est inévitable à partir du moment où il n'y a aucun correctif à la société libérale qu'on nous impose à l'heure actuelle. Et élever un enfant comme ça, et si jusqu'à 15 ans, pardon de parler clair, si jusqu'à 15 ans, il vit un peu isolé, si jusqu'à 15 ans, vous lui laissez faire caca au milieu du tapis du salon, quand à 16 ans, vous allez lui dire « ah ben on peut plus », il va se révolter, et puis il aura raison. Mais pourquoi j'ai pu et pourquoi je peux plus? Donc à l'heure actuelle, dans les quartiers nord,
il y a les 2-3 micro-commissariats qu'il y a, ils sont d'abord, sous-peuplés de manière tragique. Il n'y a pas ce qu'il faut. Les quartiers nord de Marseille, c'est 250 000 habitants quand même, avec un taux de criminalité qui est celui du Guatemala. C'est-à-dire que la France, toute la France, 1 homicide,2 pour 100 000 habitants. L'Union européenne, à la louche, 2 pour 100 000. Les quartiers nord de Marseille, 18 pour 100 000. 45 homicides. Bon, les chiffres, on peut vérifier. Toute personne qui sait faire une règle de 3 va retomber sur les mêmes chiffres que moi dans les instants qui viennent. 250 000 habitants, 45 homicides en 2023 égale 18 homicides par 100 000 habitants. Point barre. Eh bien voilà, on a et c'est là où il n'y a pas de flics. En plus, les flics qui sont dans les micro-commissariats qui survivent encore dans les quartiers nord, ils savent que si jamais ils regardent un type de travers, on va leur tomber dessus en leur disant « mais ceci, mais le pauvre, mais etc. » Comment voulez-vous? Alors c'est pour ça qu'ils démissionnent. Bien sûr. Voilà. Toute dernière question, Xavier Hofer, tout dernier point. À plusieurs reprises dans cette émission, quand on a parlé de la criminalité, du trafic de drogue, mais aussi de l'évasion du fameux Mohamed Amra qui court toujours après bientôt 6 mois, on fait systématiquement référence à des armes de guerre. Il y a quelque temps, je recevais à votre place Caroline Galacteros, elle est géopolitologue et elle évoquait cette question. Je vous propose qu'on l'écoute très vite. Plus d'un tiers de tous les armements que les États-Unis et l'Europe ont fournis depuis 2 ans ont disparu et sont en train d'alimenter tous les foyers de violence et de terrorisme dans le monde. Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations? On retrouve des armes envoyées par les Occidentaux en Ukraine dans les J'ai pas les mêmes cités? chiffres. J'ai pas les mêmes chiffres. Jusqu'à présent, à Marseille, il y a eu 3 affaires, en tout et pour tout, où on a retrouvé par terre les douilles de 5,56, c'est-à-dire le calibre OTAN, et non pas de calibre 7,62, qui est le calibre des Kalachnikov. Donc c'est encore rare. Mais l'effondrement n'est pas encore venu. Ce que je vais dire, je vais le dire de façon parfaitement objective, de manière à ce que personne puisse dire oui, mais les uns les autres, etc. Il y a une guerre à l'heure actuelle entre la Russie et l'Ukraine. Quand elle va s'achever, il y aura un vainqueur et un vaincu, quel qu'il soit. Voilà. Dans l'histoire, parce qu'on n'est pas apparu hier matin et on ne vit pas sous cloche, dans l'histoire, quand vous avez un territoire sur lequel il y a des gens qui ont perdu une guerre, sur lequel les combattants qui reviennent du front sont des jeunes hommes extrêmement frustrés, extrêmement en colère, qui ont l'impression d'avoir été trahis, et qu'à la suite de quoi le territoire en question grouille d'armes, ça ne se passe jamais bien. Voilà. Donc la crainte énorme, c'est pas aujourd'hui, c'est pour demain. À savoir que toute guerre finit par s'achever, à un moment ou à un autre. La plus longue de toutes, qu'on appelle la guerre de 30 ans, et c'était la lutte titanesque entre 2 versions d'une religion, le christianisme, les catholiques et les protestants. Et en plus de ça, naturellement, à l'époque, il y avait un des 2 camps qui était alimenté de tout l'or et de tout l'argent qui était pillé en Amérique latine. Donc, mais malgré ça, une guerre s'achève à un moment donné, faute de fric. Voilà. Donc là, ça va arriver à un moment ou à un autre. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Il y a des forces déjà à l'œuvre pour dire vos copains là des États-Unis qui vous ont poussé dans la guerre. Vous voyez à l'heure actuelle dans quel état ils vous laissent? Vous voyez les malheureux Afghans à qui les Américains avaient dit on est avec vous, qui un beau matin se sont barrés. Les autres sont arrivés dans le camp de Bagram, il y avait les lumières éteintes, il y avait les femmes de ménage, il n'y a plus personne. Et donc ils ont été voir, ils s'étaient barrés pendant la nuit. Vous vous rendez compte, vous avez poussé des gens à s'allier. C'est nos histoires avec les Harkis et la guerre d'Algérie, c'est toujours pareil. Donc qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Les ferments d'une guerre civile sanglante sont devant nous. En plus de ça, je vous l'ai déjà dit dans cette émission, mais ça ne s'arrange pas à mesure où le temps passe, il y a entre la zone de combat et l'Europe occidentale, cette énorme chaîne de montagnes qui s'appelle les Carpates, entre la Pologne et puis la Roumanie, là, qui est laissée sans contrôle. À l'heure actuelle, la frontière entre l'Ukraine subcarpatique et la Roumanie, c'est-à-dire la frontière là où il y a la bagarre, de l'autre côté, quoi. Elle fait 650 km, cette frontière. Il y a 2 points de passage.
Le reste, c'est open bar. La drogue passe, les prostituées passent. Demain, les armes passeront. Aujourd'hui, c'est anecdotique. Ça reste encore à 90% des armes qui viennent soit de chez Kadhafi, soit des Balkans, etc. Mais à un moment donné, ça arrivera. Donc, gouverner, c'est prévoir. Et non seulement M. Barnier et M. Retailleau ont à gérer les problèmes de la situation vraiment affreuse laissés par les deux zigotos d'avant, là, qui ont menti, triché, déplacé les problèmes, mais qui ne les ont pas réglés. Et en plus de ça, il y a quelque chose à l'horizon qui ne sent pas bon du tout. Parce que c'est inévitable, vous comprenez, c'est pas parce que ça me fait plaisir. Une guerre s'achève toujours, il y a toujours un vainqueur et un vaincu, et souvent le vaincu n'est pas content de ce qui lui arrive. Songez à ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale en Allemagne, vous avez vu ce que ça a donné. Songez que la guerre de sécession s'achève en 1865. En 1892, Jesse James, ancien soldat sudiste, attaque encore les trains et les banques in the name of the lost cause, au nom de la cause perdue. Ouais, bien sûr. Voilà. Ça laisse jamais des bonnes séquelles. Et donc, c'est à ça qu'il faut penser, c'est à ça que le gouvernement devrait s'attaquer, et il faut qu'il le fasse avec énergie et avec lucidité. Et je ne sais pas s'il a beaucoup de temps devant lui, quoi. Eh bien, c'est réjouissant. Merci beaucoup, Xavier Hofer. Le pire est donc à venir. On aura l'occasion de se revoir. Je n'en doute pas. Chers téléspectateurs, j'espère que cette émission vous aura plu, à défaut de vous remonter le moral. J'espère que vous avez déjà partagé ce programme à vos proches. J'espère également que vous avez cliqué sur ce fameux petit pouce en l'air pour m'aider à la diffusion de cette émission. Et puis, bien sûr, écrivez-moi dans les commentaires où je répondrai avec grand plaisir, comme à chaque fois. À bientôt, à la semaine prochaine même. Et en attendant, portez-vous bien. Bonsoir.